Bonjour à tous et bienvenue dans cette roadmap ultime React. Déjà, c'est quoi une roadmap? Une roadmap, c'est un chemin, c'est l'ensemble des technos que vous allez découvrir tout au long de votre apprentissage d'une technologie. Donc, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cas de React. Donc, voir ensemble toutes les technologies liées à React et comment nous allons le développer. Donc, cette roadmap est divisée en quatre grandes parties. Avant ça, il faut qu'on voit ensemble les prérequis, ce qu'il vous faut pour démarrer avec React. Donc, concernant les prérequis, naturellement, il faut maîtriser le JS, donc le JavaScript, de préférence le ES6, donc la nouvelle norme depuis 2015, à savoir les fonctions fléchées, le spread opératoire, le fait de décomposer ces différentes fonctions, ainsi que la notion de fonctions synchrone et asynchrone. Une fois que ça c'est OK, on peut passer maintenant à la deuxième étape des prérequis, à savoir maîtriser Node. Donc le runtime JavaScript ainsi que son gestionnaire de paquets, à savoir le NPM. Donc le Node Package Manager et le Node Package Manager. Voilà. Tout ça est à maîtriser. Une fois que ça c'est fait, évidemment, il faut voir les bases du terminal. Pas être un expert en terminal, mais quand même pouvoir naviguer entre des dossiers, créer un nouveau dossier, créer un nouveau fichier, démarrer un serveur à partir du terminal, couper le terminal, naviguer dans les différents répertoires des terminals, etc., etc. Donc, ça, c'est tout pour tout ce qui concerne les prérequis pour être OK avec React. Il est temps de passer aux fondamentaux de React. Donc, concernant les fondamentaux, on commence déjà par le JSX. Donc, le JSX, c'est quoi? En fait, le JSX, c'est un mélange HTML et de JavaScript pour produire quelque chose d'assez intéressant. Une fois que c'est fait, il faut qu'on passe maintenant à l'ajout de style en React. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous désirez passer par l'ajout de style avec du CSS pur ou alors par des librairies tierces telles que Tailwind, Bootstrap, Chakra ou j'en passe? Comment les ajouter, comment les utiliser de façon efficiente. Ensuite, on a le rendu conditionnel. Le rendu conditionnel, c'est quoi? C'est juste, par exemple, le rendu conditionnel, if utilisateur est logué, alors on affiche par exemple une certaine page, grâce par exemple notamment avec un composant. Donc, c'est ce type de rendu. Comment les maîtriser? Une fois que ça c'est bon, il faut passer maintenant au rendu des tableaux. Donc, comment mapper un tableau, comment afficher un tableau, comment filtrer un tableau, comment classer un tableau, comment utiliser un élément d'un tableau à travers, par exemple, un ID, par exemple. Comment tout ça fonctionne. Une fois que ça c'est bon, on a la création de composants. Comment créer un composant, comment bien noter, comment utiliser par exemple des snippets pour créer des composants de façon optimale par exemple. Une fois que ça c'est bon, on a ensuite les states et puis les props. Donc c'est quoi la différence entre un state et puis un prop? Un state c'est, comme son nom l'indique en anglais, c'est un état et les props pour propriété. Les states ce sont les états, donc ça peut bouger. Exemple, je définis un state à travers un use state par exemple qui permet de simplement l'exemple bateau, hein, compter un élément par exemple. Lorsque je clique sur un bouton, ça permet d'incrémenter l'élément en question. Donc ça c'est un state. L'état bouge en fonction de certains événements. Les props c'est plutôt des propriétés qui sont passées de parents à enfants. Exemple, je crée un composant principal et une fois que le composant principal est créé, maintenant je passe une propriété âge ou prénom ou je sais pas quoi qui va être passé maintenant de parents à enfants, etc., etc. Donc ça c'est la différence fondamentale et les props justement sont immuables. Donc ça ne modifie pas, ça ne change pas, ça passe de, 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 de parents à enfants. Une fois que ça c'est bon, on passe maintenant aux deux grands types de composants jusque-là en React. Donc on a les stateful et les stateless. Donc les stateful, vous pouvez les oublier, ceux qui les utilisent jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi. En fait, les stateful, c'est quoi déjà? Ce sont les composants basés sur les classes, dont la logique est basée sur les classes. Elle n'est plus utilisée parce qu'elle est totalement inutile. Maintenant, on n'a plus besoin de faire de programmation orientée objet en React. Pour ceux qui le font, tant pis pour vous, mais on utilise plutôt des composants basés sur les stateless. Voilà. Une fois que c'est bon, on passe à la dernière étape plutôt des composants, des fondamentaux de React, à savoir le cycle de vie. Donc, quand un composant est créé, de la création d'un composant jusqu'à la destruction d'un composant, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les différentes méthodes qui sont entre guillemets, on va dire engagées, à savoir par exemple les méthodes render, les méthodes composants digmond, etc., etc. Comment tout ça, ça fonctionne et voilà comment tout ça, ça fonctionne. Donc ça, c'est pour les fondamentaux de React. On passe maintenant à la deuxième partie de ce roadmap.
Ok, il est temps de passer maintenant à une autre étape. Donc jusqu'ici, si vous aimez nos contenus, merci de vous abonner si ce n'est déjà fait, de liker ainsi que de partager les vidéos. Donc on passe maintenant à un autre niveau, à savoir les patterns courants. Les patterns courants ou encore les patrons de conception. Pour ce faire, on va déjà commencer par les props functions. Donc, c'est quoi les props functions? En fait, les props functions, c'est juste sont des propriétés que l'on passe, que l'on peut passer à un composant sous forme de fonction. On a vu les props tout à l'heure. Maintenant, on peut passer des fonctions sous forme de propriétés à des fonctions. Voilà, ça c'est un peu ce qui concerne les props functions. Ensuite, maintenant, on a les proxy components. Le proxy component, qu'est-ce que c'est? En fait, en React, le proxy component, c'est un patron de conception qui peut remplacer littéralement un composant par un autre. Donc, il est très souvent enveloppé et utilisé plutôt pour envelopper un composant existant afin d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires, par exemple. Donc, ça peut servir à ça. Ensuite, on a les props drilling. Donc, les props drilling pour forage. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est une technique utilisée pour, en fait, transmettre des propriétés d'un composant parent à un composant enfant à travers plusieurs niveaux de composants imbriqués. Voilà, c'est un peu bizarre. Bon, je le répète. Donc, passer transmettre des propriétés d'un composant parent à un composant enfant à travers plusieurs niveaux de composants imbriqués. C'est vraiment l'un des patrons de conception à maîtriser le plus vite possible. Donc, ensuite, on a le state hosting. Donc, le state hosting, c'est juste une technique, enfin, pas juste une technique, c'est une technique pour gérer l'état de plusieurs composants à travers un composant parent. Voilà, c'est ça le state hosting. Et enfin, nous avons le lifting state up. Donc, c'est quoi? C'est une technique pour gérer l'état partagé entre plusieurs composants en les reliant à un composant parent commun. Donc, un composant parent commun qui permet justement de gérer l'état partagé de plusieurs de ces composants. Donc, c'est tout pour ces cinq design patterns courants. C'est tout pour ces cinq design patterns. Il est temps de passer au troisième niveau de notre roadmap. Donc, ce troisième niveau est composé de quoi? À savoir des hooks. Donc, on commence déjà par les deux les plus connus, à savoir le use state ainsi que le use effect qu'on ne présente plus d'ailleurs. On ne présente plus d'ailleurs. En plus de ces deux-là, il y a également le user debug value qui est un hook en fait qui permet d'afficher les informations utiles dans les outils de développement. Il est principalement utilisé pour débugger les hooks personnalisés en affichant les informations sur leur état et leur fonctionnement et leur fonctionnement. En plus de ça, on a ensuite le useRef. Donc, lui permet de créer une référence mutable qui peut être attachée à un élément de DOM ou à une valeur quelconque notamment. Donc, la référence créée par ce hook useRef justement est persistante entre le rendu du composant et peut être mise à jour sans déclencher un nouveau rendu. Voilà, ça permet justement tout ce qui est référence. Donc, ensuite, on a le Use Layout Effect, qui est un outil qui permet d'effectuer des mises à jour d'interface utilisateur synchrone et d'accéder aux dimensions et positions actuelles des éléments de données. Donc, position et dimension actuelle des éléments de données. Si vous voulez accéder à ce type d'informations, dimension et position, le Use Layout Effect est le hook qu'il vous faut. Ensuite, on a le Use Layout Effect qui, en fait, permet de gérer les effets de bord et les mises à jour de l'interface utilisateur d'un composant React. Après ça, on a également le Use Imperative Handle. Lui, il fournit, comment on appelle, il permet aux composants enfants justement d'explorer certaines fonctionnalités spécifiques leurs enfants. À leurs enfants. Donc, ça, c'est tout pour les hooks principales à connaître. Évidemment, il existe une bonne vingtaine. Donc, déjà, le use effect et use state, ce sont les hooks que vous allez utiliser 80% du temps, notamment. Une fois que c'est bon, on peut passer maintenant à la création des hooks personnalisés. C'est les hooks qui sont là de façon native à React. Mais une fois que vous maîtrisez ces hooks-là, vous pouvez passer maintenant à la création des hooks personnalisés. Et une fois que les hooks personnalisés se fait, on peut maintenant passer à la création d'un nouveau projet simple avec React. Parce que à ce niveau, on maîtrise assez de base pour passer à la création d'un nouveau projet. Voilà la dernière partie de notre roadmap. Donc, cette partie nommée Level Up va nous permettre notamment de voir dans un premier temps tout ce qui concerne la mémorisation. Donc, à savoir les hooks tels que use callback, les use memo et compagnie. Comment gérer
les états, avec notamment des librairies comme Redux, Zustline, comment gérer avec le contexte API. Également, comment utiliser Redux, comment utiliser le state Reducer, le state Reducer pattern. Ensuite, une des notions les plus importantes, le HOC, donc le High Order Component, comment l'utiliser, comment le maîtriser. Le Compound Component Pattern, l'inversion de contrôle, comment effectuer une inversion de contrôle, comment utiliser le Props Control Pattern, comment utiliser le routing en React, étant donné que React n'a pas par défaut un système de routing il faut forcément l'installer. Comment gérer les caches, notamment avec React Query, et bien d'autres également peuvent le faire. Comment optimiser notre code. Et on passe à la partie test. Comment tester le code simplement avec une librairie comme Jest. Comment tester avec une librairie comme Mocker. Et comment gérer le test avec le contexte API, comment tester nos hooks personnalisés, comment effectuer des tests d'intégration, comment effectuer des tests end-to-end. Et enfin, il faut passer maintenant à TypeScript. Jusque-là, on faisait le tout avec JavaScript, mais étant donné que JavaScript est bientôt, je dirais pas 18, mais TypeScript c'est la nouvelle norme, c'est the place to be. Donc, jusque-là, on peut passer maintenant à TypeScript. Une fois que c'est fait, une fois qu'on maîtrise les subtilités de TypeScript, on peut maintenant passer à la création de notre site ou un vrai client avec tout ce qu'il faut et on peut passer maintenant à la mise en ligne d'un vrai site qu'on a buildé nous-mêmes. Voilà, ça c'est tout pour la partie 4. On se retrouve pour le outro. Il est temps de boucler cette roadmap. Donc, si jusque-là vous avez tenu, merci de laisser un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on passe maintenant à la dernière étape, comme je le disais tantôt. Donc, cette dernière étape n'est pas une étape en soi, c'est juste l'ensemble des outils, donc les différents tools que vous aurez à utiliser. Donc, pour commencer, l'incontournable guide pour la gestion des versions, GitHub pour pouvoir push vos différents codes, GitLab, Netlify pour déployer rapidement. J'ai mis Netlify, mais il y a également Vercel qui est là. S-Lin pour tout ce qui concerne le fait de mieux présenter, ainsi que Prettier, ainsi que la gestion des différents plugins, comment ajouter un plugin pour pouvoir augmenter et améliorer votre workflow de travail. Donc, tout ceci, tout ceci fait partie, notamment, on va dire maintenant, de la roadmap. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Si vous avez aimé, comme je le dis encore, merci de liker, de partager ainsi que de vous abonner. On se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt. Merci.